Marina Glamochan, merci d'être avec nous. Méga contrat gazier conclu entre la Chine et la Russie au moment même ou de l'autre côté, puisqu'on a toujours coutume de dire que Poutine se tourne dans un sens ou dans un autre entre l'Est et l'Ouest. L'Union européenne demandait à Poutine de ne pas couper le gaz à l'Ukraine, et le gaz est devenu un enjeu décisif du bras de fer qui se joue entre Union européenne, Ukraine et Russie. Mais la manière dont Poutine a surjoué en quelque sorte l'engouement et l'annonce de ce méga contrat avec la Chine, c'est quoi? C'est qu'il veut montrer aussi aux Européens qu'il a des cartes alternatives dans sa stratégie géopolitique? Donc depuis quelques années, nous subissons une grande, les crises ukrainiennes successives. Donc depuis 2006, 2009 et récemment la crise qui est apparue en décembre avec le refus de signature de libre accord, de libre échange avec l'Europe. En effet, nous avons quelques constatations qu'il faut toujours souligner. C'est la première, que l'Europe est grand consommateur, que la Russie dispose des grandes sources, pas simplement gazières, mais également pétrolières. Donc, il est le deuxième producteur du pétrole après l'Arabie Saoudite. Et que tout ça, ça passait jusqu'en 2011 par l'Ukraine, qui était un pivot incontournable pour le gaz de la Russie pour l'Europe. En effet, avec tout ça, ce qui s'est passé, donc l'interdépendance de consommateurs et producteurs a été cassée à plusieurs niveaux. Donc on se retrouve que l'Europe veut diversifier ses sources, et bien évidemment que la Russie diversifie également ses sources, dont le contrat avec la Chine, parlons aussi du Japon. Donc, et s'il n'avait pas de gaz de schiste, la Russie aussi pensait amener le gaz russe aux États-Unis. Alors, l'accord conclu entre le CNPC et le russe Gazprom porte sur un montant de 400 milliards de dollars, une durée de 30 ans, prévoit un prix de 350 $ le millier de mètre cube. Mais il y avait un accord cadre qui était signé en 2009 et qui prévoyait initialement que le volume de gaz livré par la Russie serait plus considérable que ce qui a été signé. Comment comprendre cet écart ? Écoutez, la Russie reste toujours méfiante envers la Chine. Donc, on savait très bien. Donc, le Elle meilleur ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, on sait très bien que la Russie n'a pas vraiment investi dans les gisements. Donc ça, c'est la grande manque de la Russie, et donc c'est une carence que je ne sais pas comment il va pallier dans le temps qu'il arrive. Donc parce que livrer au Japon, livrer en Chine, et bien évidemment garder le consommateur plus fiable qui est l'Europe. Donc il faut savoir d'où la Russie va tirer toutes ses sources. Ça veut dire que, mais ça c'est votre spécialité, puisque vous aviez écrit une étude sur l'enjeu énergétique dans les Balkans, stratégie russe et sécurité européenne, que la question du gaz est finalement une arme aux mains d'un pouvoir aussi puissant que celui de Poutine, et une sorte de variable géostratégique. Tout à fait, c'est une variable, mais l'Europe aussi dispose cette arme, dans le sens que c'est un consommateur. S'il ne consomme pas, si l'Europe aussi se retourne vers GNL, vers l'énergie renouvelable, donc la Russie aussi restera son ressource. Et n'oublions pas que nous avons ce qu'on appelle dans l'énergie une malaise hollandaise, c'est-à-dire donc il faut toujours investir dans le reste de l'économie et ne pas s'appuyer simplement sur l'énergie en tant que source principale. Tant que se poursuivent les discussions à trois entre Russie, Ukraine et Union européenne, les livraisons de gaz ne devraient pas être interrompues. Je compte sur la Russie pour maintenir cet engagement, a écrit José Manuel Barroso à Poutine. Écoutez, comment il est, d'après vous, psychologiquement, quand il reçoit une lettre pareille, Poutine ?
Ça l'impressionne beaucoup? Tout d'abord, l'Ukraine ne pèse plus sur la carte stratégique ni russe ni européenne depuis 2011, c'est-à-dire depuis que le gazoduc Nord Stream a été construit. Donc, nous savons qu'avec ça, avant la construction du Nord Stream, 80% du gaz russe circulait par l'Ukraine. Donc, aujourd'hui, ce n'est que 40%. Donc, c'est l'Ukraine a perdu 700 millions de dollars chaque année, justement parce qu'il n'a pas plus de ressources liées à ce gaz. Tout à fait, via ce gaz. Donc, enfin bref, nous sommes maintenant en jeu de mots. Allez, finissez. Écoutez, on joue maintenant, donc c'est un grand échiquier où on se trouve, qui va avancer ses pions et voilà, la carte énergétique de l'Europe change, la carte de la Russie change et donc on regarde ça actuellement vis-à-vis de l'Ukraine. Merci infiniment de toutes ces précisions. On continue notre investigation sur l'actualité. On va revenir sur ce débat assez houleux concernant le statut des auto-entrepreneurs. Et puis je vous le rappelle, à 18h10, mon grand témoin sera Jean-Pierre Chevènement.